Alors, pour terminer les révisions de chimie des solutions de première année, donc le TD numéro 18, je vous propose donc cette vidéo avec les 5 premiers exercices. Alors le premier exercice va traiter donc d'un dosage acido-basique d'une limonade, donc une boisson plutôt pétillante, plutôt gazeuse. Justement, la première question, donc on vous parle de cette limonade, elle contient de l'acide citrique qu'on va modéliser par H3A, donc c'est un triacide, il y a 3 acidités. Et pour doser cet acide, donc, on va utiliser effectivement de la soude décimolaire. Alors ça veut dire que la concentration vaut 10-1 déci, hein, décimolaire, 10-1 mol par litre. Alors d'abord, il faut la dégazer, on vous dit. Alors pourquoi la dégazer? Alors parce que dans toutes les boissons gazeuses, en fait, ce qu'on a inséré, ce qu'on a dissous, c'est du dioxyde de carbone. Donc le CO2 gazeux, il a été dissous, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de bulles dans la bouteille en elle-même. Et quand on ouvre la bouteille, on retrouve la pression atmosphérique et là, effectivement, il y a une effervescence, donc il y a un dégazage, il y a des bulles de dioxyde de carbone, de CO2 gazeux qui reviennent, donc le CO2 dissous devient CO2 gazeux et puis ensuite ça va s'échapper. Les boissons gazeuses en général sont mises en bouteille entre 3 et 4 bars, voire 5 bars pour certaines boissons. Donc c'est pour ça qu'à cette pression, évidemment, le CO2 reste dissous. Par contre, dès qu'on ouvre la bouteille, bah, à la pression atmosphérique, effectivement, là, le CO2 dissous redevient gazeux et s'échappe, ce qui donne donc l'effervescence. Donc, il y a du CO2 dissous, donc de l'acide carbonique, puisque le CO2, il va s'associer avec H2O pour donner donc H2CO3, c'est en fait H2O CO2, hein. C'est ce qu'on appelle l'acide carbonique. Donc, CO2 dissous dans l'eau va donner une acidité. Et c'est pour ça qu'il va falloir absolument éliminer le CO2, sinon on va fausser complètement le dosage, puisqu'on ne veut pas doser le CO2, on veut doser l'acide citrique. Donc voilà pourquoi on fait un dégazage, voilà pourquoi il faut éliminer tout le CO2 qui a été dissous. Dans la deuxième question, quel matériel faut-il utiliser pour prélever exactement 50 millilitres donc d'échantillons, donc de limonade? Donc on utilise en général une pipette jaugée, voilà, avec une propipette en caoutchouc pour l'aspirer, pas à la bouche évidemment, qui est à 50 millilitres. Donc ça, vous allez avoir un trait de jauge à 50 millilitres. Dans la troisième question, donc on vous propose une simulation numérique, hein, faite avec un logiciel, avec une concentration hypothétique de 5-10-2 mol par litre. Ce ne sera certainement pas la concentration de la limonade, mais c'est pour pouvoir faire effectivement cette simulation numérique. Et donc sur cette simulation, vous avez donc le volume versé en abscisse, en millilitres, et une double ordonnée, alors une en pH et l'autre en pourcentage d'espèces. Alors on vous demande d'identifier effectivement les courbes 1 à 4. Mis à part bien sûr la courbe qui vous donne le pH en fonction du volume versé, là avec le saut de pH, et le pH qui augmente puisqu'on ajoute de la soude, donc une solution qui est basique. Il y a effectivement les 4 espèces, donc H3A, H2A-, HA2- et A3-, donc la plus acide étant H3A et la plus basique étant A3-, donc il faut effectivement de les repérer sur cette simulation numérique. Alors pour cela, qu'est-ce que je vous propose? Alors déjà j'ai fait un petit dessin du dosage, on le suit par pH métrie, donc il y a une sonde de pH. On verse effectivement la soude, donc des ions H-, hein, la base forte, de concentration 0,1 mol par litre, petit v le volume versé. Et dans le bécher, on a mis 50 millilitres donc, de limonade, dans laquelle on a retiré évidemment le CO2. Donc il n'y a que l'acide H3A, de concentration CH3A, c'est ce qu'on veut évaluer. On a donc un diagramme de prédominance avec une échelle de pH. Donc il y a 4 zones. Donc ça va de la plus acide, le pH le plus bas, vers la plus basique, le pH le plus élevé. Il y aura donc 3 frontières. Alors comment on fait pour repérer ces frontières? Alors déjà oui, ça j'anticipe un petit peu la question 4. Alors déjà, bah, on met les 4 espèces, donc la plus acide, qui sera donc la numéro 1, c'est-à-dire c'est celle qui sera majoritaire au pH les plus faibles. Donc on voit que c'est bien cette courbe-là, donc la numéro 1. On part en effet avec un pH qui, alors, faut se méfier, hein, parce que c'est un peu traître. Là, la courbe, elle passe ici, mais ça, c'est la courbe de pourcentage. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ici. Donc, on est quasiment à 90% de l'espèce 1. Et le pH, attention, il faut le lire sur la courbe qui est ici. Donc, il est à 2, quelque chose. Donc, c'est bien un pH acide. Donc, on a bien l'espèce 1. L'espèce 2, elle n'est pas complètement nulle, hein, puisqu'on voit qu'elle est à peu près à 10%. Donc, 90-10%, ça paraît cohérent. Et l'espèce 2, bah, c'est la base conjuguée de l'espèce 1. Ensuite, quand le pH augmente, donc le pH augmente, on a bien sûr l'espèce 1 qui diminue, l'espèce 2 qui augmente. Il y a un croisement qui correspondra à la frontière de prédominance, donc quand les deux espèces seront à 50-50.
Il y a l'espèce 3 qui commence à apparaître, voilà, à peu près ici, hein. Donc on voit que les deux espèces 1 et 2 n'ont pas totalement disparu. Attention, on n'est pas sur des domaines d'existence, mais de prédominance. Donc on peut bien sûr avoir les plusieurs espèces qui peuvent coexister à l'équilibre. On parle de majorité simplement. Voilà, l'espèce 3, puis à la fin l'espèce 4. Et l'espèce 4, elle est à 100% à la fin lorsque le pH est très très élevé, donc de l'ordre de 12. Donc c'est bien la forme la plus basique. Donc on s'est évidemment pas trompé, il n'y a pas de piège, hein, la 1, la 2, la 3, la 4, en suivant donc le pH croissant. Alors dans la question 4, on va vous demander de déterminer les pK, donc les 3 pK, parce qu'il y a 3 acidités, donc il y a 3 couples acides-bases. Donc pour cela, il suffit de relever effectivement la valeur de pH quand les courbes se croisent, puisque quand les courbes se croisent, on voit effectivement qu'on est bien à 50%, ça paraît logique, de la 1 et de la 2, puisqu'il n'y a quasiment pas la 3. Là, ici, la 2 et la 3, ici, la 3 et la 4, hein, donc c'est cohérent à 50%. Alors, on va expliquer pourquoi. En effet, pour n'importe quel couple acide-base qui réagit avec H2O, le solvant pour donner H3O+, c'est une réaction d'acidité. On a donc la constante d'acidité donc du couple acide-base qui vaut concentration H3O+, fois concentration de la base, fois concentration de l'acide, l'activité de l'océan. Et on voit bien que en prenant le log décimal, on peut démontrer, parce que le pH c'est moins log de concentration d'H3O+, sur C0, et le pKa c'est moins log de K, que pH égale pKa plus log de concentration de la base sur concentration de l'acide. Et en effet, lorsque la base et l'acide sont en même concentration, hein, donc c'est ce qui correspond à la frontière de prédominance, bah, pH égale pK. Voilà, donc c'est facile à lire, faut juste pas se faire avoir, parce que ça c'est le piège classique. Le pH c'est pas 7, sinon ce serait le même pH pour tous. Non, non, le pH on le lit sur la courbe de pH, donc la courbe en caractère gras. Voilà. Donc à chaque fois, bah, vous lisez le pH sur la courbe lorsqu'il y a l'intersection des courbes. Vous en déduisez donc les pK 2,8, 4,5 et 6. Hein. Ensuite, on vous demande d'écrire en fait, les 3 réactions de dosage qui sont susceptibles de se produire. On pourrait éventuellement observer ce qu'on appelle des dosages successifs, puisqu'il y a 3 acidités, donc 3 réactions d'acide avec la base. Donc évidemment, la base, c'est HO-, hein, c'est la base forte. L'acide H3A pour donner donc sa base conjuguée plus H2O, donc on aura un K0,1, une première constante pour cette réaction acido-basique entre un acide d'un couple et la base d'un autre couple. Alors je vous rappelle que HO- c'est une base et son acide conjugué, c'est bien H2O, hein, c'est bien le solvant. Simplement ici on est sur un pKa qui vaut 14. Donc ça veut dire que H2O est un acide très très faible et sa base est donc très forte. Ensuite H2A- c'est un amphotère puisqu'on va le retrouver comme acide dans un autre couple avec HO- H2O, K02 et enfin HA2- c'est aussi un amphotère qu'on va retrouver comme acide avec le dernier couple avec A3-, la base évidemment la plus forte de tous, et on aura K03. Alors, on va dans la question 6 calculer les constantes d'équilibre pour justifier pourquoi il y a un seul saut de pH et pas 3. Autrement dit, pourquoi ces 3 réactions sont simultanées et pas successives. Alors K01, c'est la constante d'équilibre de cette réaction, l'activité de l'eau est toujours égale à 1. On multiplie en haut et en bas par H3O+, pour faire apparaître H3O+, fois HO-, qui est donc le KE, le produit ionique de l'eau, puisque il y a toujours l'autoprotolyse de l'eau évidemment dans le solvant aqueux, et on retrouve Ka1, donc le Ka de la première acidité, donc A1 sur Ke, 10 puissance 11,2, réaction totale, donc a priori saut de pH bien net. K02, même chose, Ka2 sur Ke, 10 puissance 9,5, et K03, Ka3 sur Ke, 10 puissance 8. Alors le problème il est là, c'est que les trois réactions sont totales, hein, puisqu'on a des constantes d'équilibre très très grandes, supérieures à 10 puissance 4, sans ambiguïté, mais il n'y a pas assez d'écart entre les K0. En effet, si on fait le rapport K01 sur K02, c'est nettement plus petit que 10 puissance 4, et K02 sur K03 aussi. Ça veut dire que ces trois réactions vont être simultanées, et ne pourront pas être successives, puisque les constantes d'équilibre sont trop proches, il n'y a pas assez d'écart. Pour avoir des réactions successives, il faudrait donc un rapport supérieur à 10 puissance 4 à peu près. De toute manière, ce qui prévaut, c'est l'expérience. Et sur la courbe, on voit bien qu'il y a un seul saut de pH. Donc ça veut dire que les réactions sont bien simultanées. Il n'y a pas 3 sauts de pH. Donc les 3 acidités vont être dosées simultanément. Et dans la question 7, évidemment, là on va prendre l'expérience. Donc on vous dit qu'en réalité, le volume versé à l'équivalent, c'est 12 ml. Hein, donc c'est pas du tout les 75 ml ici sur la simulation. Donc la concentration de notre limonade, en réalité, c'est pas la concentration hypothétique qu'on avait prise pour la simulation numérique, mais ça c'est pas très grave, puisque le volume versé à l'équivalence, expérimentalement, c'est 12 ml. Donc on écrit la réaction simultanée de dosage, donc on fait la somme des trois, hein. Donc H3 plus 3HO- donne A3- plus 3H2O.
À T égale 0, on a donc un nombre de moles CH3 fois V0, donc la quantité de l'acide citrique H3A. On a versé CV mol de soude. Il n'y avait pas encore, bien sûr, d'A3- et l'eau, ce sera toujours en excès. Et à la seule équivalence, l'unique équivalence, l'équivalence simultanée, si vous préférez, commune aux 3, ben on aura CH3V0 moins XIEC, CVEC moins 3 XIEC, parce qu'il y a 3 ici, attention, XIEC pour A3- est toujours en excès. L'équivalence, c'est un équilibre particulier où les réactifs disparaissent simultanément. Alors, jamais rigoureusement, parce que sinon, mathématiquement, on ne pourrait pas vérifier des constants d'équilibre qui ne sont pas infinis, mais on fait comme si, évidemment, on avait 0, comme si la réaction était totale. On a donc CIEC qui vaut CH3V0, mais aussi CVX sur 3. VX était 12 ml, donc on obtient bien CH3A, 8,10.3 mol par litre, évidemment. C'est une concentration qui est beaucoup plus petite que celle qu'on avait pris comme hypothèse pour la simulation numérique. Dans le deuxième exercice, on va s'intéresser à un dosage conductimétrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un conductimètre, donc les propriétés de conductivité électrique des solutions aqueuses quand il y a des ions. On vous rappelle tout, puisque vous n'avez aucune théorie à connaître sur la conductimétrie, donc on vous rappelle effectivement comment on calcule, ici vous voyez en annexe, la conductivité, enfin comment on évalue la conductivité, puisque bien sûr c'est un modèle, c'est une simplification, la conductivité d'une solution aqueuse, donc la somme des lambda 0i CI, où CI c'est la concentration uniquement des ions. Voilà, évidemment pas des molécules neutres qui n'ont pas de conductivité. Les conductivités ioniques molaires lambda 0i, elles sont fournies évidemment, en attention à l'unité, millisiemens, le siemens c'est ohm-1, mètre carré mol-1, donc il faudra faire attention pour l'application numérique. Donc voilà, on vous les donne pour les différents ions qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans ce protocole. Alors, le protocole ici, eh bien, je l'ai redessiné. Donc là, on va mettre un conductimètre. Un conductimètre, c'est donc deux électrodes. Dans ces deux électrodes, le conductimètre, en fait, c'est un générateur qui va imposer un courant électrique entre ces deux électrodes. Donc, on connaît parfaitement la distance. Et en mesurant l'intensité du courant électrique, on va en déduire la conductivité de la solution aqueuse. Et cette conductivité, bien sûr, elle va dépendre de la concentration de tous les ions, des différents ions qui sont présents, sachant que chaque ion n'a pas le même pouvoir de conduction du courant électrique. Il y a des ions qui sont très gros, qui sont lourds, qui vont avoir du mal à se déplacer. Il y a des ions plus petits qui vont se déplacer plus facilement. Donc, ils vont tous contribuer évidemment à la conductivité, donc à la circulation du courant électrique entre les deux électrodes qui sont ici. Alors, on utilise de l'ammoniac, qui est une base, et on va doser de l'acide chlorhydrique, donc bien sûr un acide fort, H3O+. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort, ça veut dire qu'à partir du moment où il est mis en solution aqueuse diluée à votre niveau, la réaction est totale, donc il n'y a pas de HCl, tout est transformé en H3O+, Cl-. Volume V0, concentration C, que l'on veut justement évaluer par conductimétrie. La concentration de l'ammoniac, c'est Cb, et petit v, c'est le volume qu'on versera. Alors déjà, premièrement, quelle est la réaction qui va être acido-basique ici, puisqu'on peut faire de la conductimétrie avec autre chose que des réactions acido-basiques. Mais là, la réaction acido-basique qui va servir de support pour ce dosage conductimétrique. Donc, j'ai fait une petite échelle de pKa. La force des bases, c'est les pKa croissants. La force des acides, c'est les pKa décroissants. Il y a deux couples acide-base, NH3 et NH4+. On met la base à gauche et l'acide à droite. pKa 9,2, le plus élevé, et l'autre couple, c'est bien sûr H2O, H3O+. Alors en effet, tout à l'heure, on a parlé d'H2O en tant qu'acide. H2O, c'est aussi une base, c'est un amphotère. C'est la base dans le couple H3O+, H2O, H3O+, étant l'acide fort. pKa égale 0. Donc on a bien la base la plus forte avec l'acide le plus fort. On attend évidemment une réaction qui est très favorisée et totale, réaction acido-basique, donc H3O+, plus NH3 qui donne NH4+, plus H2O. Le K0, vous le calculez, ça fait 1 sur K, 10 puissance 9,2, réaction totale. Donc normalement le dosage devrait bien fonctionner. Alors dans la question 2, on va vous demander d'expliquer pourquoi on va pouvoir réaliser ce dosage par conductimétrie, donc pourquoi ça va fonctionner ici, déterminer donc l'équation F de V. Alors, F de V, c'est pas tout à fait la conductivité, c'est sigma la conductivité fois V plus V0 sur V0, avec V le volume versé de réactif NH3. Voilà, donc ça permet effectivement d'avoir des segments, alors que si on avait tracé directement sigma en fonction de V, on n'aurait pas eu des segments. Donc l'idée, c'est de tracer plutôt des droites, c'est plus facile à interpréter. Mais tout était évidemment fourni. On va donc déterminer l'équation de F de V avant et après l'équivalence. Alors avant l'équivalence, j'ai fait un tableau d'avancement. Pour un équilibre quelconque avant l'équivalence, j'aurais dû mettre XIEC, EC pour équilibre, mais EC ça fait penser à équivalence, alors c'est pas l'équivalence.
J'ai donc C0V0 moins CBV, CBV moins XI égale 0, puisque le réactif limitant, évidemment, c'est l'ammoniac que l'on verse. Avant l'équivalence, toute l'ammoniac versée est consommée par H3O+. Donc Xi égale CBV. Donc la conductivité, c'est lambda 0 H3O+, fois la concentration d'H3O+, hein, parce qu'il y en aura encore. Plus lambda 0 NH4+, plus la concentration NH4+, il y en a encore. Enfin, il y en a, pardon, il n'y en avait pas, mais maintenant il y en a. Et attention de ne pas l'oublier, les ions spectateurs, qui jouent un rôle très important, voire crucial dans la conductivité. Cl-, qui étaient présents au départ, restent en spectateurs, mais vont contribuer fortement à la conductivité, donc on ne les oublie pas. Alors attention, implicitement, si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on néglige toujours l'influence des ions de l'autoprotolyse de l'eau. Évidemment, il y a toujours des molécules d'eau qui se dissocient en H3O+, plus H-. L'autoprotolyse de l'eau, sa constante d'équilibre, c'est le produit unique de l'eau Ke qui vaut 10 moins 14, donc c'est une réaction qui est très très peu favorisée. Donc il y a très très peu de H- fournis par l'autoprotolyse de l'eau. Voilà pourquoi on va négliger l'influence des ions H- ici. Puisqu'il y a d'autres ions qui contribuent. Voilà. Et l'autoprotolyse de l'eau fournit aussi des ions H3O+, mais on va négliger l'apport en H3O+, de l'autoprotolyse de l'eau par rapport au H3O+, restant, évidemment. Alors ensuite, pour les concentrations, c'est les nombres de moles, donc les quantités fournies par le tableau d'avancement sur le volume total. Ensuite, on fait apparaître F de V, donc on multiplie par V plus V0 sur V0, et on factorise et on obtient effectivement cette équation, où la variable c'est petit v. Alors on voit bien que c'est une droite, hein. Ça c'est une ordonnée à l'origine, ça c'est une pente, et la pente elle est négative, puisque lambda 0 de NH4+, c'est plus petit que lambda 0 d'H3O+. Donc ça veut dire que les ions H3O+, ont une conductivité ionique molaire plus importante, donc vont plus facilement contribuer à la conductivité de la solution. Donc là on a une droite de pente négative. Ensuite, on fait la même chose après l'équivalence. Donc après l'équivalence, je remets les quantités initiales, sauf qu'après l'équivalence, c'est H3O+, le réactif limitant, puisqu'on a tout consommé, et on aura bien sûr en excès du NH3. Cette fois, donc si c'est CV0. Pour la conductivité, là, il n'y a que deux ions qui vont intervenir, puisque H3O+, a totalement disparu, et on néglige l'influence de l'autoprotolyse de l'eau, donc les HO- ou les H3O+, qui seraient libérés par l'autoprotolyse de l'eau, donc on ne garde que NH4+, et Cl-. Voilà, donc nombre de moles sur le volume total, et là on obtient une constante pour F de V, donc une droite horizontale. Alors j'ai donc tracé l'allure de F de V en fonction du volume versé, j'ai gardé le volume en millilitres et F de V en millisiemens mètre moins 1. Donc l'ordonnée à l'origine, ce serait donc 4261, et l'intersection, elle est à 1497 millisiemens mètre moins 1 pour un volume versé à l'équivalence de 20 millilitres. Et là, on la voit assez nettement, puisqu'il y a une grosse différence, bien sûr, entre une pente nulle, la droite horizontale, et une pente négative, assez forte. Donc, quand on trace la courbe, on voit assez nettement cette rupture de pente. Maintenant, la théorie. Alors, si on écrit l'égalité, bien sûr, des deux segments, on obtient VEC égale 20 millilitres. Et par contre, en théorie, on refait pas on ne va pas refaire le tableau d'avancement, mais en théorie, donc à l'équivalence, on aurait 0 pour la quantité d'H3O+, et 0 pour la quantité d'NH3. Donc on aurait XIEC égale CV0 égale CBVEC. D'où VEC égale CV0 sur CB, et on retrouve rigoureusement 20 millilitres. Alors bien sûr, il y a toujours des incertitudes expérimentales, mais là, on constate que quasiment à 0%, on obtient la même chose par l'intersection des segments et par la théorie, bien sûr, de l'équivalence. Donc là, c'est une technique qui fonctionne très bien. Voilà pour la conductimétrie. Alors ensuite, on va passer à un exercice un peu plus difficile, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Un exercice où on va faire intervenir, alors cette fois non plus les réactions acido-basiques, mais là, la solubilité, donc l'apparition de phases solides, ou la disparition de phases solides, c'est-à-dire des solutions hétérogènes avec deux phases, donc une phase solide et une phase liquide, évidemment la solution aqueuse. Mais aussi l'apparition d'une espèce, pas toujours ionique d'ailleurs, parce que parfois c'est neutre, mais ce qu'on appelle un complexe. Donc une espèce toujours dissoute. Donc un complexe, c'est toujours une espèce dissoute. Et un complexe, c'est toujours construit sur un cation métallique central, donc ici ce serait Ag+, et sur des ligands. Des ligands, ce sont donc soit des molécules comme H2O, NH3, soit des ions. Ici, ce sera l'ion cyanure, Cn-. Et là, on va travailler sur un seul complexe. Et ce complexe, donc, il est construit avec le cation métallique Ag+, et deux ligands Cn-. Alors après, on a l'habitude de l'écrire entre crochets et de mettre la charge totale ici en exposant. Et donc voilà, ça c'est le complexe qu'on a formé. Alors les complexes sont au programme des concours pour la dernière fois, donc méfiez-vous.
ça disparaît totalement l'année prochaine. Donc l'année prochaine, ce n'est plus du tout au programme. Donc d'ailleurs, en MPSI et PCSI, ils en entendent pas du tout parler cette année. Ce n'est plus du tout au programme l'année prochaine. Mais cette année, c'est encore au programme. Donc méfiez-vous, ça peut encore tomber. Cette notion donc de complexe. Alors, on vous donne une courbe obtenue expérimentalement. En abscisse, on a ce qu'on appelle le PCN. Alors le PCN, bah, c'est un petit peu le cousin du pH, mais pas pour H3O+, mais pour CN-. Donc on vous rappelle ce que c'est. Hein, vous n'avez pas à savoir par cœur ce que c'est, à part pH bien sûr. Le PCN, c'est moins le log décimal de la concentration de CN-, et on vous a mis le PCN en abscisse. Et en ordonnée, on vous a mis non pas la solubilité, mais le PS, c'est-à-dire moins log de la solubilité. C'est écrit ici et là aussi. Avec petit s, la solubilité. Alors la solubilité, bien sûr, d'un solide. Et ce solide, c'est le cyanure d'argent AgCN solide. Alors pour mieux comprendre ce qui va se passer dans cet exercice, j'ai fait un petit dessin. Donc en fait, on avait une solution aqueuse avec uniquement des ions Ag+, avec une concentration qu'on pourrait appeler concentration de travail, donc concentration maximale en espèce argent dissoute, donc Ag+ au départ. Et on a versé donc du cyanure. Et en versant du cyanure, il peut se passer plusieurs choses. Alors, on peut donc former un solide, AgCN, et on peut aussi former un complexe, AgCN2-. Ça veut dire que dans le cas général, la solubilité du solide, c'est la somme des concentrations de toutes les espèces dissoutes lorsque le solide, effectivement, se dissout. Et lorsque ce solide se dissout, il peut donner soit des ions Ag+, soit du complexe. Ça veut dire que dans le cas général, la solubilité, c'est la somme des deux concentrations, celle de Ag+, et celle du complexe. Et alors, maintenant qu'on a compris un peu mieux ce qui se passait, ce que c'était que la solubilité ici, on va répondre à la première question. À partir de l'analyse du tracé, représenté sur un axe PCL, les domaines de prédominance et d'existence des ions Ag+, précipités et complexes. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, n'inventez rien, on vous donne les trois espèces. Alors, ce qu'il faut repérer absolument, et ça va être valable sur l'exercice suivant aussi, c'est sur ce genre de courbe, lorsque vous avez des points anguleux, donc des ruptures de pente anguleuses, ça correspond forcément à l'apparition ou la disparition d'une phase solide. Ça tombe bien ici, il y a un solide. Or, lorsque vous avez une phase solide en solution aqueuse, on s'intéresse uniquement à son domaine d'existence. Ça veut dire le domaine où il existe et pas ailleurs. Et là, il y a deux points anguleux. Donc, et les points anguleux, c'est apparition ou disparition de la seule phase solide. Donc ça veut dire que le domaine de PCN d'existence du solide, c'est certainement entre 7 et 14. Voilà. Alors maintenant, il faut comprendre, à PCN égale 14, est-ce que c'est l'apparition ou est-ce que c'est la disparition? Alors en effet, j'ai rappelé un point anguleux, rupture anguleuse de pente, apparition d'une phase solide ou disparition d'une phase solide, et à PCN égale 14, pourquoi c'est l'apparition de la phase solide? Pourquoi? Eh bien parce que si on prend le protocole expérimental que je vous ai décrit, lorsque le PCN tend vers l'infini, attention, c'est que la concentration de cyanure, elle est nulle. Ça veut dire que au départ de l'expérience, PCN est infini. Ça veut dire qu'au départ de l'expérience, attention, on est à droite, on est ici. Et au fur et à mesure qu'on va verser donc des ions cyanure, on va aller vers la gauche et atteindre le point anguleux. Et au point anguleux, on aura apparition du premier cristal de solide. Voilà donc existence, frontière d'existence du solide, puisqu'on va le faire apparaître pour la première fois. Donc en effet, PCN égale 14, c'est l'apparition de la phase solide. Ensuite, quand on continue à apporter des ions cyanure, bah on va donc fabriquer de plus en plus de solides. Alors on a le PCN qui diminue puisqu'on va vers la gauche. On a la solubilité qui diminue puisqu'il y a de moins en moins d'ions Ag+. Donc le PS qui augmente parce que c'est moins log de S. Et c'est exactement évidemment ce qu'on voit sur la courbe. C'est-à-dire que là on est en train de former le solide. Donc, on fait disparaître des ions Ag+, qui se transforment en solide, donc on fait diminuer la solubilité, donc on fait augmenter le PS, jusqu'à atteindre un sommet. Ensuite, on continue toujours à apporter des ions cyanure, et là par contre, bizarrement, le PS diminue, donc la solubilité se met à réaugmenter. Ça veut dire qu'à nouveau, on fait apparaître une espèce dissoute. Alors ça peut pas être Ag+, puisque Ag+, a disparu, c'est la formation du complexe. Donc en effet, sur cette deuxième partie ici, là, on est en train de former le complexe. Le complexe, c'est toujours une espèce dissoute. En général, c'est un ion, mais pas toujours, mais c'est toujours une espèce dissoute. Donc, on va faire disparaître le solide, AgCN, en le transformant en complexe. Voilà pourquoi le PS diminue, donc la solubilité augmente. Et on va atteindre à nouveau un point anguleux, qui va correspondre ici à la disparition du dernier grain de solide. Pouf! Et donc, ça délimite la frontière d'existence du solide. PCN égale 14. Et en effet, à PCN égale 7, pardon, pas 14, c'est la disparition de la phase solide. Le dernier grain de solide, pouf, vient de disparaître. Et donc, on a absolument cadré le domaine d'existence du solide entre 7 et 14. Il n'existera pas du tout ailleurs.
Par contre, là, c'est un domaine de prédominance d'Ag+, pour PCN supérieur à 14. Et pour PCN inférieur à 7, c'est le domaine de prédominance du complexe. C'est-à-dire que le complexe, évidemment, il existe aussi un petit peu ici, et Ag+, il y en a aussi un petit peu ici. Hein, on le voit très bien sur la courbe. Là, il y a encore du Ag+, puisqu'on est en train de le faire disparaître, mais pas totalement. Et là, évidemment, on commence à faire apparaître le complexe. Donc là, partout, il y a du complexe. Mais il va être prédominant sur ce domaine-là. Donc, domaine d'existence du solide. Ok. Alors, on pourra évidemment trouver la concentration de travail. Ça, c'est assez facile. Alors, en effet, quand le PCN est infini, la solubilité, bah, c'est uniquement la concentration d'Ag+, donc le PS, il vaut 2, donc 10-2 mol par litre. Et comme par hasard, lorsqu'on est dans le domaine de prédominance du complexe, qui n'est plus du tout de solide, la solubilité, bah, c'est uniquement la concentration du complexe. On retrouve PS égale 2, donc on retrouve 10-2 mol par litre, la concentration de travail, évidemment. Je vous rappelle les conventions de frontière. Sur une frontière d'existence, la concentration de l'espèce dissoute, c'est la concentration de travail. Donc la concentration maximale en espèce argent dissoute, donc c'est bien 10-2 mol par litre ici, et ici pour Ag+, donc c'est tout à fait cohérent. Alors ensuite, on vous demande d'en déduire le Ks donc de ce solide, AgCN. On se place à la frontière d'existence à PCN égale 14, donc premier grain de solide. Donc concentration d'Ag+ égale concentration de travail, donc 10-2 mol par litre. J'ai écrit la réaction de solubilité du solide, le Ks. Et donc il y a juste à prendre 10-2, ici 10-14, et c'est donc 10-7. C'est très faible. Ça veut dire que cette réaction elle est très peu avancée, c'est un solide qui se dissout spontanément très très peu. Dans la question 3, on vous demande d'interpréter et de retrouver la pente de la portion AB. La portion AB, bon, on voit que c'est quasiment un segment. Sur cette portion AB, on a expliqué qu'il y avait quasiment plus de Ag+, hein, puisque on l'avait fait totalement disparaître. Là, on avait le maximum de solide, et ensuite, on refait disparaître le solide en formant le complexe. Donc, on va faire l'hypothèse que sur cette portion AB, la solubilité, elle est due uniquement au complexe. Donc, on va supposer que la concentration en complexe est très très grande devant la concentration en Ag+, s'il reste des traces. Donc, la solubilité, c'est la concentration du complexe. Alors, j'ai écrit la réaction de formation du complexe. Le bêta, on appelle en général bêta la constante de formation d'un complexe. Hein, donc on voit bien le cation métallique et les deux ligands, parce que là il y a deux ligands. Et sinon, bah, c'est une constante d'équilibre comme les autres. Hein, vous l'exprimez avec les activités, les concentrations comme d'habitude. Donc la concentration du complexe, c'est bien bêta Ag+ fois Cn- carré. Or, sur la portion AB, il y a du solide. Donc s'il y a du solide, ça veut dire qu'il y a du solide à l'équilibre. À un moment, si vous arrêtez de verser des ions cyanure, bah, vous attendez un petit peu, vous aurez un équilibre, il restera du solide. Donc s'il reste du solide, bah, on a encore le droit d'utiliser le Ks, parce que le Ks, c'est un équilibre qui fait intervenir le solide. Donc si le solide existe, s'il est présent à l'équilibre, le Ks existe. Donc on a le droit d'utiliser que le produit de Ag+ fois Cn-, c'est bien le Ks. Donc Ag+, c'est pas nul. Hein. J'ai jamais dit que c'était nul, j'ai dit que c'était négligeable devant le complexe. Donc on peut remplacer, j'y arrive, Ag+ fois Cn- par Ks. Donc la solubilité, c'est bêta Ks Cn-. Vous passez au log décimal, donc on a donc le PS qui vaut PCN moins log de bêta KS, et ça fait 5. Donc PS égale PCN moins 5. Et on se rend compte que c'est exactement l'équation du segment AB, en vérifiant par exemple la position de ce point ici, à PS égale 4, et la position bien sûr du point anguleux à PS égale 2 et PCN égale 7. Donc notre hypothèse est tout à fait justifiée, c'est-à-dire que sur cette portion AB, qui est bien un segment, qui est bien affine, eh bien on peut négliger la concentration d'Ag+, j'ai pas dit qu'elle était nulle, on peut la négliger devant la concentration de complexe. Et enfin, il nous reste à interpréter le point M, donc à retrouver les coordonnées du sommet de la courbe. Ici. Alors au sommet de la courbe, autour du sommet de la courbe, là on est bien embêté, puisqu'on ne peut faire aucune hypothèse. En tout cas, on va considérer que la solubilité, c'est la somme des deux. Là, on peut négliger aucune concentration. Puisqu'il y a du solide, bah, la concentration de Ag+, c'est bien Ks sur Cn-, c'est 0 au carré, puisque j'utilise le Ks, puisqu'il y a du solide. Et pour la concentration du complexe, bah, j'utilise la même expression que tout à l'heure, puisqu'il y a du complexe et du solide. Donc là, il y a deux équilibres, si vous voulez. Donc j'ai bien l'expression de la solubilité en fonction de la concentration de Cn-. Je dérive cette solubilité par rapport à la concentration de Cn-, puisque je cherche effectivement un extrémum, pardon. Ça se calcule sans problème, j'écris égal à 0, et ça me donne la concentration de Cl- lorsque j'ai atteint effectivement donc l'extrémum. 3,16 10-11 mol par litre. Alors, je pourrais dériver une deuxième fois pour vérifier que c'est bien un minimum de solubilité, donc un maximum de PS. Je remplace la concentration de Cn- dans cette expression, j'obtiens donc la solubilité.
6,32 10,6 mol par litre, c'est donc la plus petite possible, c'est lorsqu'il y a le maximum de solide formé. J'en déduis moins log de S, le PS max, 5,2, et le PCN, bien sûr, moins log de concentration de CN-, 10,5. Alors, on vérifie sur la courbe, je crois que c'est nickel, hein, voilà, à peu près un peu plus de 5, et 10,5, là c'est 11, donc c'est tout à fait correct. On retrouve donc les coordonnées du point M. Et on a donc parfaitement interprété toute la courbe. Dans l'avant-dernier exercice, l'exercice 4, on va retrouver bien sûr la problématique de la formation d'un solide et d'un complexe, mais on va aussi avoir de l'acidité. Alors là, on fait une expérience que je vais vous décrire. Donc on mélange des ions Al3+, et de l'acide chlorhydrique. Donc on va avoir les ions Cl- qui vont être spectateurs, concentration C1 pour H3O+, concentration C2 pour Al3+. On va suivre le dosage par pH-métrie, donc on va mesurer le pH, et on va verser de la soude. Alors les ions Na+, vont être spectateurs, bien sûr. C, c'est la concentration de la soude, petit v, le volume versé, et là, il y a plusieurs réactions qui peuvent se produire. Alors en effet, en versant de la soude, avec H3O+, acide fort, base forte, on se doute qu'on va donc former 2H2O, hein, acide fort, base forte, K01 c'est 10 puissance 14, c'est le KE, hein. Enfin pardon, excusez-moi, c'est 1 sur KE, le produit ionique. On expliquera pourquoi c'est forcément la portion AB, mais les ions Al3+, eux, avec H-, ils peuvent former un solide. Alors ça, vous le devinez pas, hein, jamais, hein. C'est sous-entendu ici, puisque si vous lisez toutes les questions, on va vous demander de déterminer le KS de LOH3, donc KS, ça veut dire qu'il y a la solubilité d'un solide. Voilà. Donc il y a bien un solide qui va se former. On voit bien qu'il y a un point anguleux ici. Donc point anguleux, ça veut dire apparition d'une phase solide ou disparition, mais là ce sera l'apparition, parce qu'il n'y a pas de solide au départ. La courbe en caractère gras, c'est bien la courbe qui donne le pH en fonction du volume versé. Donc au départ, c'est très acide puisqu'il y a de l'acide chlorhydrique. Puis ensuite, au fur et à mesure qu'on verse la soude, ça devient basique. Et enfin, pour identifier donc les courbes, c'est-à-dire les courbes 1, ça y est, on a dit ce que c'était, mais les courbes 2 et 3, au départ, attention encore une fois, il y a une échelle de pH à gauche, c'est pour la courbe en caractère gras, une échelle de pourcentage d'espèces à droite, ça c'est pour les courbes 2 et 3. Alors on voit qu'il y a une espèce qui est à 100% au départ, c'est la courbe numéro 2, et il y a 0% bien sûr de l'espèce 3, et l'espèce 3 on voit qu'elle est à 100% à la fin, et que pour la voir apparaître, il faut vraiment verser beaucoup de soude, puisque c'est à partir de 11 ml versés. Et la courbe 2, elle va décroître, mais à partir du point B, comme par hasard, du point anguleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce qui est à 100% et qui va pas être affectée par la première réaction de dosage, évidemment, c'est Al3+. Les ions Al3+, ils vont pas être affectés au départ, ils vont pas réagir avec les ions H-. Et c'est quand on atteint le point anguleux, donc l'apparition de la phase solide, du premier grain de solide, que Al3+ va commencer à être consommé pour former le solide. Et là, on voit bien sûr que sa concentration, son pourcentage d'espèces va commencer à chuter. Ensuite, il aura totalement disparu, donc c'est que ça correspond au gros saut de pH ici au point C. Donc là, il y aura plus d'Al3+. Puis ensuite, il y a une espèce dissoute qui apparaît, c'est certainement un complexe, et c'est le complexe qu'on vous a indiqué, qui sera à 100% à la fin. Donc voilà pourquoi sur la portion AB, ça va être le dosage de H3O+, avec un saut de pH. Ensuite, apparition du point anguleux, on va commencer effectivement à former le solide. Donc de B à C, c'est la formation du solide. Et enfin, de C à D, c'est la formation du complexe, qui est donc la courbe numéro 3. Alors maintenant, est-ce que tout ça c'est cohérent? Alors H3O plus H-, la constante, ce serait donc 10 puissance 14, donc réaction totale, il n'y a pas de problème. Al3 plus 3H- qui donne le solide, K02 ce serait donc 1 sur KS, 2,4 10 puissance 32. Ah, beaucoup plus grand que K01. Alors là, ça paraît incohérent, mais il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas être naïf. Quand on compare des constantes d'équilibre pour savoir quelle est la réaction prédominante sur l'autre, il faut comparer en prenant la même quantité de réactifs, c'est-à-dire le même coefficient stoichiométrique pour le réactif commun, ici c'est H-. Donc en fait, ce qu'il faut analyser pour la formation du solide, c'est 1 tiers de L3+, plus H- donne 1 tiers de LH3 solide. Donc K0, 2', c'est donc 1 sur KS puissance 1 tiers. Donc 5,4 puissance 10. Voilà. Là, on compare vraiment. Et 10 puissance 14, c'est bien beaucoup plus grand. Alors après, c'est l'expérience qui prédomine, et on voit bien qu'on a deux réactions qui vont être successives, puisqu'on voit bien que les deux sauts de pH en B et en C sont bien séparés. Et enfin, la dernière, c'est le solide qui réagit avec H- pour former le complexe. Donc Al3+, c'est le cation métallique central, et H-, c'est le ligand, et il y en aura 4 pour former le complexe, c'est la portion CD.
Le complexe, qui est toujours une espèce dissoute, sera à 100% à la fin, évidemment, quand on aura terminé le dosage. Donc là, attention, il y avait un petit piège, hein, quand on veut comparer donc des réactions. Alors là, on ne peut pas vérifier que K03 est bien beaucoup plus petit que K02', hein, parce que là, on ne nous a pas donné le bêta. Mais si on nous avait donné le bêta du complexe, on aurait pu calculer le K03 et vérifier qu'il était beaucoup plus petit que K02'. Donc que la réaction 3, elle était bien successive. D'ailleurs, c'est pas très très net, mais on voit qu'il y a un petit saut de pH ici. Hein, donc il y en a un premier net, un deuxième très net, et un troisième ici qui correspond bien sûr à 100% du complexe, donc à la disparition totale du solide, hein, puisque tout la L3+, au départ est sous la forme du complexe. Donc c'est bien une équivalence, c'est bien la disparition du réactif solide, à LOH3 solide. Mais là, c'est un tout petit saut de pH. Alors c'est certainement parce que la constante d'équilibre K03, elle est certainement très faible. Alors en réalité, je l'avais calculé, et je crois en effet que c'est même pas 100, c'est même pas égal à 100, donc c'est vraiment beaucoup plus petit que K02'. Mais pour la calculer, il aurait fallu vous donner le bêta, et là on n'a pas le bêta, on n'a pas épilogué. Ensuite, en déduire les concentrations C1 et C2, donc on va analyser les deux sauts de pH, donc les deux équivalences. Donc là on a bien trois réactions successives. La première réaction, c'est la réaction acido-basique avec H3O+. Donc équivalence numéro 1, donc les deux réactifs, on suppose qu'ils ont disparu en même temps. Donc si avec 1 égale C1V0, CV avec 1, V avec 1 c'est 2 ml, et donc C1 égale 0,02 mol par litre. Pour C2, la deuxième équivalence, le deuxième saut de pH, donc deuxième réaction successive, L3 plus 3HO- qui donne à LOH3 solide, alors là, ou alors un tiers, enfin, et plus HO-, ça ne changera rien du tout. Le tableau d'avancement, donc attention, là par contre, vu qu'elle est successive, il faut retrancher dans la quantité d'HO- au départ, celle qui a été consommée par la première réaction, donc C1V0. Ensuite, à la deuxième équivalence avec 3 ici, puisqu'il y a 3 réactifs, même chose, disparition des deux réactifs à l'équivalence. Pour V avec 2 égale 11 ml, donc C avec 2 égale C2V0, CV avec 2 moins C1V0 sur 3, donc C2 égale 0,03 mol par litre. Donc attention, ici dans le tableau d'avancement à T égale 0, hein, il fallait retirer pour la quantité d'HO- versée ceux qui ont été consommés par la première réaction, puisque là on étudie une deuxième équivalence, donc des réactions successives. Pour vérifier le KS, on va se placer stratégiquement au point B, au point anguleux. Alors pourquoi? Parce que c'est l'apparition du solide, donc on a le droit d'écrire cette réaction pour la première fois, premier grain de solide. Le KS, attention, c'est pour la solubilité dans l'autre sens. On a donc cette expression. La concentration d'Al3+, c'est le nombre de moles d'Al3+, sur le volume total. Alors attention, le nombre de moles d'Al3+, il n'a pas changé, c'est toujours C2V0 parce qu'on ne l'a pas encore consommé. Si vous voulez, on a encore la totalité des ions Al3+, mais le volume total, attention, c'est pas V0, c'est V0 plus V avec 1. Ensuite, pour la concentration d'H-, on utilise le produit ionique de l'eau, donc Ke sur concentration d'H3O+. Concentration d'H3+, c'est 10 moins pH. En B, le pH, on lit 3,8, donc 10 moins 3,8 mol par litre pour H3O+, donc on réduit le KS 6,3, 10 puissance moins 33. C'est effectivement donc un produit de solubilité très très faible, donc c'est un solide qui est très très peu soluble. Voilà. Alors, en effet, dans la question 1, oui, je vous ai calculé le K02', mais en fait, non, c'était plutôt un commentaire que j'aurais dû faire. Le K02', en fait, vous pouvez pas le calculer, sauf à la fin. C'est pas très grave. Voilà. Donc moi, je l'ai calculé avec le KS que j'avais calculé. Voilà. C'était juste pour vérifier qu'il y avait cohérence. Ça m'a permis de vous expliquer le risque quand on veut comparer deux réactions successives, hein, avec le même coefficient stoichiométrique pour les réactifs communs, ici H-. Mais en effet, K02', vous ne pouviez pas le calculer. De toute façon, c'était pas nécessaire, hein, puisque le point anguleux était suffisant pour dire que c'était l'apparition du solide. Et on voit que c'est la chute de la concentration de L3+, aussi. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors même chose, on aurait pu calculer le K03 si on vous avait donné le bêta. Mais moi je l'avais calculé pour vérifier et on a bien un K03 qui est très faible devant K02'. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Et enfin, pour le dernier exercice, on va s'intéresser à un dosage potentiométrique, donc un dosage qui fait intervenir une réaction d'oxydoréduction, donc de l'oxydoréduction, c'est l'exercice 5. Le protocole, on veut doser donc des ions oxalates, C2O4 avec du permanganate. Alors c'est plutôt le contraire. Je crois qu'on veut vérifier la concentration d'une solution de permanganate, donc on la met dans la burette, de concentration C0, en tout cas qu'on veut vérifier.
Par contre, on connaît parfaitement la masse d'oxalate qu'on a versée, donc C1, on connaîtra bien sûr la concentration C1 d'oxalate. Donc là, si vous voulez, la solution que l'on veut doser, que l'on veut titrer, pour laquelle on veut vérifier la concentration, on l'a mise dans la burette ici. Ensuite, on réalise une pile avec une autre solution aqueuse et une électrode de référence, par exemple au calomel saturé, un pont salin. Si vous oubliez le pont salin, ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas à mesurer une tension U stable, 1 voltmètre, donc il n'y a pas de courant, hein, donc effectivement c'est une pile à vide, et U c'est une FEM, si vous voulez, c'est l'FEM de la pile et l'électrode de travail. La différence de potentiel entre les deux électrodes, la tension U, vous permettra d'accéder au potentiel de l'électrode de travail, donc au potentiel de la solution aqueuse, donc au potentiel de tous les couples redox présents à l'équilibre dans la solution aqueuse, puisqu'il n'y a pas d'intensité dans les électrodes, puisqu'on a mis un voltmètre, donc impédance d'entrée infinie, donc pas de courant. Alors la réaction que l'on réalise, c'est avec les deux couples redox MnO4- Mn2+, et CO2 gazeux CO4-2-, donc c'est bien l'oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort sans ambiguïté. J'ai écrit les demi-équations redox, donc la réduction de l'oxydant MnO4-, l'oxydation du réducteur C2O4-2- pour avoir, en multipliant par 2 celles-là et par 5 celles-là, la réaction bilan. Bien, on vous demande ensuite de calculer la constante d'équilibre. Alors en deuxième année, on peut redémontrer la formule, on n'a pas besoin de la prendre par cœur, on peut la redémontrer. J'ai appelé numéro 1 la réduction ici, j'ai appelé numéro 2 la réduction, attention, hein, les delta Rg0 tilde c'est uniquement pour la réduction, donc la réduction de CO2 en CO4-2-, et la réaction 3 c'est la réaction bilan. La combinaison linéaire, la 3 c'est 2 fois la 1 moins 5 fois la 2, donc delta Rg03 c'est 2 delta Rg01 tilde, moins 5 fois delta Rg02 tilde. Je vous rappelle que le delta Rg0 tilde, c'est uniquement pour une réduction. Et on met un tilde, car c'est pas une vraie réaction chimique, puisque c'est une demi-équation redox. Delta Rg03, c'est moins RTLN de K03, c'est K03 qu'on veut calculer. Delta Rg0 tilde, c'est toujours moins le nombre d'électrons, le Faraday, et le potentiel standard, le E0 du couple. Attention, ici il y avait bien 5 électrons. Donc 2 fois 5. Qu'est-ce que j'ai fabriqué ici? J'ai oublié de multiplier par 5. 2 fois la 1, donc ça fait 10. Voilà, donc là c'est pas un 2, c'est un 10. Hein. J'ai fait une erreur. C'est pas un 2, c'est un 10. Vous corrigerez. Ici c'est pas un 2, c'est un 10. Et c'est pour ça que voilà, j'ai bien le 10 qui est commun. J'ai bien K03 qui vaut 10 puissance 10. Donc là c'est un 10, c'est pas un 2. Sur 0,06. Pourquoi? Parce que RTLN de 10 sur F, ça fait 0,06. De 0,1 moins 0,2, donc 10 puissance 333,3. Bien sûr que c'est une réaction qui est totale, sans ambiguïté, mais après, cinétiquement, c'est une autre histoire, ça on l'a vu cette année. Ensuite, on vous demande comment on observe concrètement, expérimentalement, l'équivalence. Alors en effet, la particularité des ions permanganate, alors vous devez savoir, donc pour les ions permanganate et MnO4-, c'est très coloré, c'est une teinte très très vive, violette. De la même chose, la teinture d'iode, donc l'iode, quand vous avez du I2 qui se forme, on a souvent ça dans les sujets, ça va être une teinte marron, très nette aussi. Voilà, donc franchement, le permanganate violet, l'iode marron, c'est à retenir, puisque ça permet de faire ce qu'on appelle des dosages colorimétriques, enfin, en tout cas savoir, à partir du moment où la solution qui est limpide, qui est transparente, avec Mn2+, dès qu'on verse une goutte de permanganate et que le permanganate va arriver en excès, dès qu'on aura consommé totalement l'oxalate, on aura tout de suite une teinte violette. Alors une teinte peut-être rosâtre, mais en tout cas bien nette, on va bien voir que la solution ne sera plus transparente. Donc c'est bien une coloration caractéristique à l'équivalence. Ensuite, pour traiter cette équivalence, on fait un tableau d'avancement avec cette réaction. Je m'occupe que des réactifs qui m'intéressent, donc MnO4-, j'en ai versé C0 Vmol. L'oxalate, j'en ai versé M0 sur le grand M mol. M0, c'est la masse d'oxalate qu'on a versé, grand M, c'est la masse molaire de l'oxalate. À l'équivalence, j'aurai donc disparition de ces deux réactifs simultanément. Alors, quasi disparition. J'aurai donc CIEC égale C0Vx sur 2, et attention ici il y avait un 5, hein, donc M0 sur 5 grand M. Voilà. Le volume à l'équivalence, on me l'a donné. Sinon, on aurait pu vous fournir la courbe qui donne le potentiel de l'électrode de travail en fonction du volume versé. Et il y a un saut de potentiel, quasi vertical ici, puisque la réaction est totale, qui permet donc de mesurer sans ambiguïté le volume versé à l'équivalence, donc l'équivalence. On fait un calcul de la concentration. J'ai fait exprès de mettre beaucoup de chiffres après la virgule, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va vous demander de donner un résultat normalisé.
Donc je calcule C0, bon, 0, 0, 20, 304 mol par litre. Je calcule le delta C0, donc l'incertitude sur la mesure expérimentale avec la formule qu'on vous a fournie. Donc 0, etc. Et c'est là qu'on va faire du normalisé. Alors quand on veut une écriture normalisée, c'est-à-dire qu'on veut donner l'écriture de la concentration et de l'incertitude avec. Et pour une incertitude, c'est toujours un seul chiffre significatif. Ça veut dire que là, on va forcément choisir un seul chiffre significatif et forcément arrondir au supérieur. Donc le 36 va devenir 40 si vous voulez. Donc voilà pourquoi on va prendre 4,10-5 mol par litre pour l'incertitude. Voilà, ça c'est la convention. Un seul chiffre significatif pour l'incertitude et on prend toujours, on arrondit toujours au supérieur. Donc on prendra le 4. D'accord, 4,10-5. Ça veut dire que pour l'écriture de ces zéros, bah, il suffit de prendre 5 chiffres après la virgule, si on choisit de donner le résultat en mol par litre, mais on peut très bien le donner en 10-5 mol par litre, ça c'est pas très grave. Mais en tout cas, on prendra donc 0,02030. Alors là par contre, on arrondit normalement, donc le 4 devient 0. Si ça avait été un 5 ou un 6, on aurait mis un 1, on aurait mis 31. Et là, on vérifie bien que le 4, il intervient bien sur le dernier chiffre. Donc là, on a bien, ou alors on aurait pu écrire, si vous voulez, 2030 10-5, plus ou moins 4 10-5. Bon, j'ai préféré laisser en mol par litre, et on voit bien que le 4, il intervient sur le 0, donc plus ou moins. Ça veut dire que la concentration de ces zéros, bien, elle est comprise entre 0,02026 et 0,02034. Voilà, mol par litre, c'est ça que ça veut dire. Donc le résultat expérimental, bon, on ne le connaît pas, bien sûr. Enfin, le résultat, la concentration de ces zéros, on ne la connaît pas rigoureusement. On est sûr, a priori, si on a fait la mesure correctement, qu'elle est comprise entre 0,02034 et 0,02036. Donc, on l'écrit avec l'encadrement 0,02030 plus ou moins 0,0004 mol par litre. Voilà comment on fait une écriture normalisée avec une incertitude. Et ce sera tout donc pour cet exercice. Voilà, donc pour l'épreuve, enfin pour la partie chimie du concours blanc, donc bon bah il y aura un petit peu de tout, hein. Juste une dernière chose que je vous conseille de regarder, mais je vais pas faire de vidéo là-dessus. Vous allez regarder, vérifier la règle de Kleshkovsky. Voilà. Peut-être qu'on vous demandera de déterminer une configuration électronique, ça n'ira pas plus loin. Donc juste vérifier comment on détermine une configuration électronique pour un élément chimique. Ça n'ira pas plus loin, je ne vais pas corriger d'exercice pour ça. Voilà, je n'en dirai pas plus, sinon les 5 demi vont trouver le sujet correspondant. Et je vous souhaite bon courage pour vos révisions de concours blanc.